Écoutez, mesdames, messieurs, dans la salle, bonjour. Mesdames, messieurs, en ligne, bonjour. Je me présente, Nicolas Vermez, directeur du Centre de recherche en droit public. Et il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, en cette journée d'éclipse, pour ceux qui nous regarderont dans quelques jours ou quelques semaines sur Internet. Nous sommes le jour de l'éclipse et donc nous avons deux événements extrêmement importants aujourd'hui. D'une part, évidemment, cette éclipse qui vient tout juste d'avoir lieu. D'autre part, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en nos murs Jacques Comaille. Jacques, qui est un docteur en sociologie et docteur d'État sciences humaines de la Sorbonne. C'est un professeur émérite de l'École normale supérieure pardon, Paris-Saclay et chercheur à l'Institut des sciences sociales et du politique. Il a été formé par d'éminents sociologues tels que Raymond Aron, Georges Gurvitch et Pierre Bourdieu, et j'ose dire qu'il a atteint leur niveau. Il a élargi sa carrière du domaine de la sociologie de la décision au droit et à la justice grâce à une collaboration avec le ministère français de la Justice. Au fil des temps, son approche du droit s'est développée dans le cadre d'une sociologie politique du droit. Plus important toutefois que tout cela, Jacques Comaille est un ami du CRDP. Je lui disais, je me souviens la première fois que je l'ai accueilli, en fait en 2006 ou 2007, alors qu'il était venu et que j'étais coordonnateur. Et donc, c'est un énorme plaisir de le revoir, de l'avoir parmi nous. Il est ici pour nous présenter son dernier ouvrage, L'esprit politique des savoirs, le droit, la société et la nature, avec une présentation intitulée, vous l'aurez deviné, L'esprit politique des savoirs, le droit, la société, la nature, une mise en perspective. Et sans plus tarder, je cède la parole à Jacques Comaille. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup de l'accueil que vous voulez bien me réserver. Effectivement, j'ai deux amours en plus de mes amours institutionnels en France. C'est le Québec, le CRDP, l'Université de Montréal, l'UQAM aussi, et puis d'autres universités, puisque j'ai la chance de pouvoir faire une sorte de tournée, comme disent mes collègues à Paris, un peu avec de l'humour, une tournée de rocker au Canada, au Québec. Et donc, en tous les cas, voilà, c'est une longue histoire, comme vous venez de le rappeler. Je vous remercie beaucoup de votre accueil et de votre fidélité très amicale à mon égard, de votre bienveillance à mon égard. Et puis, j'en profite aussi pour remercier Yann Sénéchal, donc, qui fait un travail de responsable de tournée qui est absolument un travail formidable, et puis avec le plaisir d'échanger avec lui et de voir de constater avec lui aussi que les sociologues peuvent bien travailler sur la question du droit aussi, pas aussi bien que les juristes peut-être, mais néanmoins. Voilà, et en parfaite collaboration, en phase en quelque sorte avec les collègues juristes. Alors effectivement, j'ai repris en accord avec Yann, j'ai repris le titre de l'ouvrage pour cette présentation. Je ferai en introduction trois remarques préalables. D'abord, c'est un livre dans lequel j'ai beaucoup mis. C'est un livre qui a été écrit dans la période difficile, pour la plus grande partie dans la période difficile des confinements. Et donc, ce qui a favorisé un travail de réflexivité, en quelque sorte, sur mon travail de recherche, la fonction que je remplis dans ce domaine. Et donc, je suis revenu aussi à un travail de réflexivité qui m'a amené à revenir sur l'importance, en quelque sorte, de prendre en compte dans les travaux de sciences sociales, de prendre aussi ce qu'est le locuteur lui-même, ce qu'il est comme personne et ce qu'il est comme acteur social. En quelque sorte. Et là, je dirais, puisque nous sommes entre amis, en quelque sorte, je fais mon coming out, comme on dit en français, c'est-à-dire, en fait, l'esprit politique des savoirs est la résultante aussi d'une histoire personnelle, donc celle d'un enfant et d'un adolescent dont la vision sublimée de la culture, des savoirs, était en fait proportionnelle aux, aux difficultés d'y accéder. Et donc, c'est avec cette vision sublimée que je suis entré effectivement
dans le monde des sciences sociales et j'ai dû très vite, d'une certaine façon, revenir à une conception, à une vision moins enchantée et comprendre que cet univers académique, cet univers de la connaissance, dans ma jeunesse, dans mon enfance et mon adolescence, je pensais que c'était enfin l'espèce d'universalisme, d'humanité que j'allais fréquenter. Je me suis aperçu aussi que ce milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche était un milieu de rapport de pouvoir, de lutte de territoire, au point que, dans certains cas, donc, les aspects institutionnels peuvent prévaloir sur ceux propres à la production de connaissances. Donc, première remarque, il y a et c'est très à la mode en ce moment de mettre en valeur la question de la subjectivité dans les travaux scientifiques. Donc, voilà ma part, j'avoue, de subjectivité dans ce travail sur l'esprit politique des savoirs. Deuxième, deuxième remarque, c'est le fait que un peu par hasard, ce travail repose sur une comparaison entre trois champs de savoir, et cela est venu du fait nous avions avec une collègue juriste, Stéphanie Lacour, avec qui je collabore beaucoup, nous avions monté un séminaire sur le legal consciousness, sur les travaux de Susan Silby, et, euh, et tout à fait par hasard, en fait, des collègues venus de la sociologie des sciences, sociologie, philosophie et histoire des sciences, sont intervenus dans ce séminaire. Et là, j'ai constaté donc qu'il y avait d'extraordinaires proximités dans les analyses à la fois de ce domaine des sciences de la nature, des sciences et technologies, et ce que nous pouvions observer sur la question du droit à partir du courant américain du legal consciousness. Je reviendrai sur ces aspects-là. Donc, ça m'a amené, dans un premier temps, à dire je vais continuer, je vais approfondir cette comparaison entre le droit, le champ de savoir sur le droit et le champ de savoir sur la nature, sciences et technologies. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, rappelle-toi que tu es un sociologue avec une formation de sociologie générale et puis que tu as vécu donc des expériences, de longues expériences aussi en sciences politiques, puisque j'ai longtemps travaillé notamment à Sciences Po Paris. Et donc, cette, en prenant ces trois champs de savoir, donc c'était donc une opération pas du tout préméditée. Le grand constat que j'ai fait en me plongeant dans la littérature, c'est le constat d'un extraordinaire parallélisme dans les transformations de ces trois domaines, de ces trois champs de savoir. Et m'est immédiatement venu à l'esprit cette considération de Michel Foucault sur les rapports entre savoir et pouvoir. Je cite, il s'agit de savoir non pas quel est le pouvoir qui pèse sur la science, mais quels effets de pouvoir circulent entre les énoncés scientifiques, car il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Donc, c'est en quelque sorte ces conceptions, ces analyses de Foucault qui m'ont éveillé mon attention. J'ai tenté de voir effectivement si ce que je pouvais observer de ces transformations avait à voir avec cette question des relations entre savoir et pouvoir. Et j'ai pris en compte ce concept de matrice juridico-politique dont parle Foucault et je l'ai traduit. Moi, en parlant j'avais à l'esprit cette question des matrices juridico-politiques, mais j'en ai fait la traduction en parlant d'un temps des certitudes, donc quatrième remarque, d'un temps des certitudes et d'un temps des incertitudes. Temps des incertitudes, très vite en introduction, c'est l'idée suivant laquelle il y a une forte autonomie des champs de savoir, une autoréférentialité revendiquée et proclamée, des savoirs qui sont en surplomb et qui s'assument en étant en surplomb par rapport à la société, une croyance dans ces trois champs de savoir en une raison avec un R majuscule et en une vérité avec un V majuscule, et donc de considérer que dans cette phase des certitudes, que le régime de connaissance est en phase avec un régime de régulation politique par le haut, qui est une sorte c'est un rapport, cette conception des
savoir, de statut des savoirs, ces représentations sociales des savoirs, renvoient à une conception de l'ordre politique, du pouvoir, donc, où, en quelque sorte, on privilégie le monopole donc d'une régulation par le haut. Tant des certitudes, donc de façon générale, tant des incertitudes, c'est que j'ai observé ensuite dans ces trois champs de savoir. Les savoirs ne sont plus, je crois que c'est une considération très importante, ils sont de moins en moins des savoirs sur la société et ils sont de plus en plus des savoirs dans la société. Et à côté donc de la vision exclusivement top-down qui s'impose par rapport à une vision bottom-up, donc là, effectivement, on a en quelque sorte un monopole, un quasi-monopole de la régulation par le haut, affirmé dans ce temps des certitudes des savoirs. Et donc, et là, on va au contraire, donc, cette savoirs qui sont dans la société, non plus sur la société, vont remettre en cause ce monopole et donc permettre de prendre en compte des modes de régulation ou une vision de plus en plus importante d'un fonctionnement bottom-up du travail de production de la connaissance. Très vite, voilà ces deux temps de certitude, temps des incertitudes de façon générale, et maintenant très rapidement, comment ça se décline dans chacun des champs de savoir. Et bien sûr, je vais commencer par le droit. Pourquoi? Parce que c'est un domaine dans lequel, effectivement, j'ai beaucoup investi et qui est, me semble-t-il, pour être tout à fait honnête, je crois que c'est moins une comparaison entre les trois champs de savoir que je fais dans cet ouvrage que plutôt une mise en perspective, une mise en comparaison, en quelque sorte, des savoirs, des champs de savoir sur le droit par rapport à d'autres types de champs de savoir et en quelque sorte, en essayant de subvertir l'idée d'une spécification, d'une spécificité, d'une originalité, d'une particularité des champs de savoir sur le droit. En quelque sorte, ma thèse, c'est de montrer que la façon dont il se transforme est tout à fait la même façon qu'on observe dans d'autres champs de savoir. Donc le droit, très vite, le droit comme dans le temps des certitudes. Donc là, c'est effectivement l'importance de l'idée de raison, le droit comme raison, avec un R majuscule, que j'avais traité dans mon autre ouvrage précédent, À quoi nous sert le droit. Et là, en quelque sorte, pour dire les choses rapidement, dans ce domaine donc, du droit, la façon dont s'impose une conception par le haut très forte, une conception marquée par l'idée de transcendance très souvent. On parle du droit avec un D majuscule, comme raison avec un R majuscule, et cette représentation sociale qui tente à vouloir être imposée en quelque sorte est construite à partir d'abord de plusieurs choses, mais notamment d'une sorte de recouvrement entre la pratique du droit et le savoir sur le droit, entre la pratique du droit et le savoir sur le droit, et la doctrine, les interprétations qui sont faites de la doctrine, les présentations qui sont faites de la doctrine, très souvent, en quelque sorte, conduisent à faire de la pratique du droit un savoir sur le droit, une science du droit, une science sur le droit. Les collègues Christophe Jamin et Philippe Gestas, dans leur ouvrage magistral sur la doctrine, disent le droit, dans ce cas-là, n'est pas l'objet d'une science, il est lui-même une science. Donc, il y a une sorte de confusion entre le registre de la pratique et le registre de la science. Il y a une opération que j'ai observée très longtemps aussi, c'est une opération qui consiste à anoblir en quelque sorte le droit, la représentation sociale des savoirs sur le droit, en mettant en valeur, en faisant un travail de ce que j'ai appelé d'esthétisation, c'est-à-dire l'art juridique va contribuer, les descriptions, la définition de l'art juridique va contribuer en quelque sorte à célébrer en quelque sorte un savoir supérieur qui est le savoir du droit, le savoir sur le droit. Autre point qui concourt donc à cette représentation sociale d'un droit comme raison avec un R majuscule, c'est le recours, c'est la construction d'un savoir qui serait un savoir exclusivement
propres au droit. Donc, c'est les sciences du droit, entre guillemets, et qui sont en quelque sorte, qui conduisent à une certaine philosophie du droit, une certaine théorie du droit, euh, construisent à donner une valeur en quelque sorte supérieure à ce type de savoir, qui serait par exemple, qui donnerait légitimité à ces auteurs de ce type de savoir, à énoncer quelles doivent être les finalités de la société. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai eu un débat avec François Host, avec mon ami François Host, donc on peut avoir des points de vue différents et rester amis. Et donc j'avais sorti un ouvrage À quoi nous sert le droit, et un an après, donc il sort un ouvrage qui s'appelle À quoi sert le droit. Et nous avons eu un débat, enfin nous avons eu plusieurs débats, parce que ça a beaucoup intéressé les communautés de recherche concernées, sur qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui donne la légitimité à un théoricien ou un philosophe du droit de définir ce que doivent être les finalités de la société. Donc, et donc cette conception en quelque sorte transcendantale des savoirs sur le droit euh, euh, correspond renvoie en quelque sorte à une vraie une conception politique de ce que doit être l'ordre politique, c'est-à-dire le droit est en quelque sorte devient lui-même la vraie science du politique, comme l'expression a pu être employée. Il est dans sa condition transcendantale par rapport à un ordre, une ordre politique pyramidal. Et donc le droit devient un élément absolument central. Le quatrième point qui est très important, parce qu'on va le retrouver beaucoup dans les autres champs de savoir, et notamment dans le champ de savoir sur la nature et sur les sciences et technologies, c'est le rejet ou l'ignorance du social. Social, terme générique que j'ai repris pour parler des effervescences de la société, des mouvements de la société. Et là, il y a effectivement un rapport extrêmement distancié, critique, à l'égard du social qui est à la fois dans sa réalité et dans les savoirs qui lui sont consacrés, apparaît comme une menace. Comme une menace, il y a une sorte le mot est très souvent employé dans la littérature, le risque d'une contamination. Les désordres de la société vont venir perturber l'ordre du droit et l'ordre que produit le droit. Alors, donc, l'idée est avancée, je reprends des termes qui sont employés dans la littérature juridique. L'enjeu est de préserver un droit émanant d'un lieu de la vérité, car la règle ne peut être découverte dans la société elle-même. Car la règle ne peut être découverte dans la société elle-même. Donc, en quelque sorte, une sorte de disqualification de la prise en compte du social dans les savoirs sur le droit, ce qui a conduit à des difficultés très très grandes de rapport entre notamment les juristes et les chercheurs de sciences sociales, la sociologie en particulier. Et puis, donc, cette idée de contamination, et puis quelque chose d'autre qui apparaît dans la littérature et qui est mise en valeur par des collègues juristes qui font une analyse critique précisément de cette conception, c'est que le droit, en quelque sorte, non seulement parfois aspirait, enfin, les auteurs des savoirs sur le droit aspiraient en quelque sorte à faire du droit la vraie science du politique, mais en même temps de faire aussi du droit la vraie théorie du social. Donc on est, vous voyez, dans une conception qui, en quelque sorte, définit ce que j'ai appelé tout à l'heure cette autoréférentialité qui est très forte et qui va être remise en cause progressivement. Comment cette période d'incertitude s'exprime très très vite dans les savoirs sur la société. Là, ce que je vais être trop schématique parce que nous n'avons pas trop de temps, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'histoire de la sociologie, en quelque sorte, il y a une sorte d'acceptation, mais si elle n'est pas explicite, de la conception pyramidale du fonctionnement du politique, de l'organisation de la société. Et on va voir, par exemple, trois exemples, la place de la religion, la conception qu'on a de la famille et la conception qu'on a de la domination.
très très vite. Donc, d'abord, une forte mobilisation des grands auteurs fondateurs, des grands esprits pères fondateurs de la sociologie, c'est l'importance qu'on accorde, l'intérêt qu'on accorde à la religion, tout en considérant qu'on est effectivement que les sociétés à la fin du 19e au début du 20e sont, de ce point de vue-là, complètement. Enfin, il y a une grande transformation en ce qui concerne le statut de la religion. Mais la question que se pose, par exemple, Durkheim, c'est bien, c'est la question des substituts. C'est-à-dire, pour lui, en quelque sorte, il ne doit pas y avoir une sécularisation de la société, mais un déplacement de l'objet du culte vers où la République, en quelque sorte, se substitue à Dieu. Donc, premier élément. Deuxième élément, deuxième domaine, c'est celui de la famille sur lequel j'ai beaucoup investi, effectivement, et dans lequel on a une conception, la conception de la famille, de l'ordre familial est développée en référence à l'ordre social. La famille a un rôle très, très important par l'ordre social et la famille doit s'inscrire dans une conception pyramidale du fonctionnement de la société, au point que pour certains conservateurs, elle va être effectivement, on va parler de la famille comme on parle du roi, des ministres et les enfants qui sont en quelque sorte les citoyens. Euh, donc une conception, une sorte d'analogie entre l'ordre politique et l'ordre familial. Et donc la grande crainte qui va être beaucoup travaillée dans la sociologie, c'est comment faire société dans les mouvements de mutation dans lesquels on est et où la famille joue un rôle très très important par rapport à l'ordre social. Et dernier point, donc, caractéristique des savoirs sur la société dans la période des certitudes, c'est l'intérêt porté, l'importance accordée à la question de la domination. Question de la domination, soit pour la théoriser de façon positive comme un auteur chez Weber, pour dire les choses très rapidement, soit pour la dénoncer, et ce sont les travaux, c'est la redécouverte par exemple des travaux d'Étienne de la Boétie, et c'est les travaux, justement dans le fond de la période contemporaine, de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu, donc qui ont une conception très forte de la domination qui correspond effectivement à un modèle de régulation par le haut. Et donc, en quelque sorte, même la critique, paradoxalement, la critique de la domination, les critiques violentes de la domination qui sont faites notamment par Foucault et par Pierre Bourdieu, consacrent effectivement l'idée d'un mode de régulation politique par le haut. Troisième, comment donc cette première phase du temps des certitudes, comment on l'observe dans la nature, et là, les savoirs sur la nature. Et là, les savoirs sur la nature m'ont paru extrêmement intéressants, parce qu'ils fournissent avec le langage qui est employé, les expressions qui sont utilisées, une sorte de grammaire qui montre comment il y a eu un basculement entre le temps des certitudes et le temps des incertitudes, notamment dans ce domaine donc, des sciences de la nature. Donc on parle, et là j'ai repris des expressions qui sont, juste pour illustrer très rapidement ce que sont ces savoirs sur la nature dans la période de la certitude, on parle de certitude transcendante. Il y a l'idée de vérité, là, elle est très très forte, l'idée de vérité avec un V majuscule. La certitude transcendante, il y a un effet d'autorité qu'on essaye d'enrichir constamment, de telle sorte que dans ce champ de savoir, on va parler de la science parle comme Dieu. La science parle comme Dieu. Elle est indiscutable. Le savoir qui émane des scientifiques est un savoir qui est en quelque sorte indiscutable, qui a une vertu, comme pour le droit, comme je viens de le voir, une sorte de vertu de transcendance. Et on va mettre beaucoup l'accent dans ce domaine de savoir sur la distinction, la binarité qui est affirmée entre les sachants versus les profanes. Et là aussi, de façon extraordinairement parallèle avec le champ de savoir sur le droit, c'est-à-dire une très grande méfiance à l'égard de ce qui vient de la société et du social. Et on a, dernier point dans cette représentation des savoirs sur la nature dans la période de certitude, c'est l'idée que la science, en quelque sorte, peut elle-même définir un ordre politique. Et un ordre politique, effectivement,
qui est là aussi pyramidale. Et l'idée de la mise en valeur, pardon, on va développer des théories organicistes sur le fonctionnement du monde politique et social. On va développer, là je suis très schématique, je vais très très vite, par exemple dans le domaine de la régulation, des conceptions qui sont très, très fonctionnelles en quelque sorte de la régulation, traitées comme, si je reprends les définitions de Canguilhem, traitées comme un thermostat, c'est-à-dire qu'il y a une autorégulation dans le système, de le fonctionnement du monde social et politique. Très vite, je passe donc maintenant ces 303 champs de savoir dans le temps de l'incertitude, très rapidement. Et je reprends par ce que je fais dans l'ouvrage, c'est-à-dire que ma première partie, le dernier chapitre, c'est sur la nature dans le temps des certitudes, et le premier chapitre de la deuxième partie, c'est la nature, les savoirs sur la nature dans le temps des incertitudes. Parce que là, je veux dire, ce champ de savoir est très, très significatif, très illustratif de ce basculement que j'évoque de la conception des représentations sur les savoirs entre le temps des certitudes et le temps des incertitudes. Comment se manifeste donc dans le domaine des sciences, sciences sur la nature, sciences et technologies, c'est l'idée de plus en plus qui va être présente dans la littérature concernée de la dépendance de la science par rapport à des contextes, par rapport à des contextes. Euh, et, et donc l'idée au contraire de ce qu'on observait dans le domaine le temps des certitudes, une indissociation, entre science et société. La science, je reprends les expressions utilisées dans cette littérature, la science est située. Elle est située, elle est toujours située. La science parle toujours, je reprends les expressions de ce champ de savoir, la science parle toujours de quelque part. Euh, et, et, donc, ce qui est intéressant là, c'est, par exemple, là, on va avancer l'idée il y a le courant du Science and Technology Study, donc le courant américain, qui va prendre une place très, très importante dans l'épistémologie de ce champ de savoir, va mettre l'accent beaucoup sur d'ailleurs avec une figure qui s'appelle Sheila Jasanoff, et c'est assez intéressant parce que c'est une des figures qui travaille sur l'épistémologie dans ce champ de savoir. C'est une juriste, de façon assez étonnante. Et donc, la question qu'on va se poser et qui est précurseur, peut-être est-ce ce champ de savoir qui le premier pose dans les champs de savoir la question de la participation des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait avec les citoyens pour produire de la connaissance dans le cadre de la production de la connaissance? Et donc, c'est un champ de savoir, j'ai découvert avec une certaine surprise que depuis longtemps, il y avait des travaux qui posent la question de la place des citoyens, du statut des citoyens, de ce que peut être l'implication des citoyens dans la production du savoir, dans la production de la science. Et donc, qui se pose la question de comment, je reprends une expression utilisée dans ce champ de savoir, comment faire entrer les sciences en démocratie. Comment faire entrer les sciences en démocratie. Et on va avoir des développements extrêmement importants où il s'agit en quelque sorte que la science ne soit plus en surplomb par rapport à la société et qu'elle s'implique avec la société, qu'elle implique la société dans la réalisation des savoirs. Et un auteur comme Elga Novotny, par exemple, qui est une des figures de la philosophie, sociologie, histoire et sociologie de la science, va développer des réflexions sur les nécessités de mettre en place une agora dans laquelle un espace public où la science ne serait plus en surplomb et où il y aurait un dialogue effectivement entre les scientifiques et les citoyens. Voilà. J'en viens donc avec les savoirs sur la société très vite dans ce temps des incertitudes. Je crois que ce qui caractérise là les savoirs sur la société, c'est en quelque sorte un doute croissant et une remise en cause des métathéories et des métarécits. De ces métathéories ou ces métarécits qui, en quelque sorte, prétendent épuiser le sens de l'évolution des sociétés, de transformation des sociétés, du fonctionnement des sociétés, et en quelque sorte
ne laisser aucune possibilité de... C'est fermé. C'est-à-dire, nous épuisons, avec la métathéorie, nous épuisons le sens. Voilà quel est le sens du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. Et donc, on est dans un, comme le dit Jean-François Lyotard, donc un philosophe de la postmodernité, on est dans une conception où on ne peut plus prétendre fournir des explications englobantes, dit-il, et totalisantes. Et on va voir se répercuter cette remise en cause donc d'une sorte d'unilatéralité du savoir, des savoirs sur la société. On va voir l'expression dans l'évolution de l'école de Francfort. Je ne rentre pas dans les détails, mais il va y avoir des débats très importants au sein de l'école de Francfort, débats entre Horkheimer et Axel Honneth, par exemple. Honneth dit il faut rompre avec l'histoire d'Horkheimer telle qu'il l'a concevue, qui est une histoire, dit-il, de la catastrophe et du déclin inéluctable. Donc, une remise en cause, il y a un mouvement là, extrêmement fort du côté très significatif du côté de l'école de Francfort. Et puis, on va très vite, autre notation, si vous voulez, on va redécouvrir dans cette période, le champ de savoir sur la société, les sociétés, dans cette période historique de l'incertitude, on va rechercher, en quelque sorte, on va remettre en cause le caractère inéluctable de la domination. C'est un des points très, très forts. Il y a un véritable basculement et on va aller chercher des auteurs qui vont du côté de l'ethnologie, la sociologie ethnologie, comme Michel de Certeau, par exemple, sur les Indiens dans la période de colonisation en Amérique latine. Les travaux de l'historien Edward Thompson, donc en histoire, qui va montrer en quelque sorte les luttes sociales au 19e et le fait que c'est pas aussi simple que ça. Les dominés, ils ont des stratégies, ils ont des moyens de résistance et tout ça a été sous-estimé notamment par une sociologie trop marquée trop influencée par le marxisme et en quelque sorte hyper déterminée. On va découvrir les travaux de James Scott, l'anthropologue américain, qui lui va mettre l'accent aussi travaillant sur les paysans de Malaisie, comment ces populations dominées ont aussi des façons de résister à la domination, des contournements des modes de domination. Je ne peux pas entrer dans les détails de leurs écrits, mais je crois que c'est un mouvement en quelque sorte intellectuel, déplacement du côté des savoirs sur la société, vers ces auteurs qui disent c'est moins déterministe et moins inéluctable, c'est plus compliqué ce que prétendaient les sciences sociales, les savoirs sur la société dans la période des certitudes. Je n'ai pas le temps, je crois, d'évoquer, mais j'ai été très frappé, j'ai rencontré lors d'un séminaire à Cerisy, un économiste spécialiste d'histoire de l'économie, donc Arnaud Orin, dont l'ouvrage s'appelle Les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant. Et lui, de la même façon, va dire en quelque sorte l'économie classique n'a cessé de marginaliser et de dissimuler en quelque sorte, de rendre invisibles des savoirs qui rejetaient, par exemple, les savoirs autoréférentiels, qui accordaient de l'importance à la relation de l'économie avec le monde naturel et qui marginalisaient donc le caractère co-construit des savoirs. Donc, il fait une histoire de tous ces mouvements qui ont été marginalisés et qui développent une conception de l'économie qui est différente des explications concentrées. Dernier point, donc je vais terminer sur le droit. Je vais terminer sur le droit. Et peut-être un mot sur aussi l'importance, alors que j'accorde, on pourrait discuter dans le champ de la sociologie, mais l'importance que j'accorde à la sociologie pragmatique, au courant de sociologie pragmatique, qui participe en quelque sorte très fortement à l'intérieur du savoir sociologique, à la remise en cause donc des conceptions descendantes
pyramidale et qui met l'accent notamment sur la question qui va être très importante, qui va critiquer le terme employé par Pierre Bourdieu d'agent, et de dire il faut restaurer le terme d'acteur. Les citoyens, les individus sont capables d'être acteurs. Ils sont pas des êtres passifs à l'intérieur de la société. Et il faut prendre en compte effectivement ce que font les individus et la capacité qu'ils ont à être réellement acteurs ou potentiellement acteurs. Et donc, en quelque sorte, passer des agents aux acteurs, c'est considérer que les individus les plus dominés peuvent être acteurs de leur destin et que l'individu n'est pas un simple récepteur, en quelque sorte, d'injonction de la société. Voilà. Et donc, tout ce mouvement va contribuer probablement aussi à redonner de l'importance ou à donner de l'importance à des modes d'enquête, des modes de recherche qui vont mettre l'accent sur l'importance d'une approche bottom-up sur le fonctionnement de la société. Pas se préoccuper simplement de la façon dont le pouvoir, les instances, les dominants travaillent, enfin mettent au pas les dominés, mais regarder, d'aller voir dans des situations ordinaires, en quelque sorte. Donc, c'est l'approche pensée par cas. Je pense à cette forme de sociologie, la micro-histoire, et la notion, par exemple, qui va être employée par Scott, l'anthropologue dont je parlais, la notion d'infrapolitique. Donc, Scott dit en quelque sorte, la science politique ne s'intéresse qu'aux instruments du pouvoir, aux institutions, aux acteurs du pouvoir, et en quelque sorte, il faut aller regarder dans la société. Il y a du politique dans la société, dans la façon dont les citoyens réagissent, agissent. Et donc, il faut renoncer à un savoir qui est d'abord un savoir conforme à une conception pyramidale de l'ordre politique et de l'ordre social. Et donc, je reviens au point de départ, c'est-à-dire là, le champ de savoir les champs de savoir sur le droit. Et là, quels sont les changements très, très rapidement, les quelques indicateurs de changement dans le temps des incertitudes. Je crois qu'on est dans une conception qui est de plus en plus, qui prend en compte ce que Gurvitch appelait la notion de droit social. Non pas le droit de la protection sociale, mais un droit qui est immergé dans la société, agi par la société et ses composants. Et donc là, une rupture très forte dans les savoirs sur le droit, avec ce que j'appelais l'autoréférentialité des savoirs. Et donc, l'inverse aussi de ce que je disais dans le temps des certitudes, c'est-à-dire une prise en compte importante du social. Une prise en compte du social. Et là, on retrouve, par exemple, une filiation qui est qui renvoie à la philosophie américaine pragmatique des années 30 et notamment à John Dewey. John Dewey dit les pratiques du droit doivent être mises en contexte. Elles doivent être mises en contexte. Le droit, dit Dewey, est totalement un phénomène social. Social, dit-il, dans sa genèse, dans son intention ou dans son but et dans son application. Je m'agite trop dans la passion. Donc, cette conception, donc très en rupture par rapport à la conception des savoirs sur le droit dans la période des certitudes, on va avoir des relais dans la littérature récente au sein même du monde juridique. Et notamment, je prendrai très vite deux exemples. Le premier, c'est un livre qui est d'histoire du droit, donc, qui est en France une sous-discipline qui est plutôt conservatrice, disons, très conservatrice. Et là, en l'occurrence, donc, des historiens vont écrire une histoire contemporaine du droit dans laquelle ils tentent de promouvoir une nouvelle épistémologie pour une histoire du droit qui était restée, à leurs yeux, très conformiste. Il s'agit d'un mot pour caractériser cette nouvelle orientation.
Il s'agit de chercher moins ce que le droit est que ce qu'il fait, ainsi que ce que les gens en font et ce qu'ils en disent. Donc, vous voyez, le changement en quelque sorte d'orientation dans l'observation qui met l'accent sur les acteurs, précisément, les acteurs du droit. Et autre exemple que je prendrais d'un changement ou de débats qui sont extrêmement vifs actuellement, dans le monde juridique lui-même, de comment faire de la recherche sur le droit. Ce n'est pas simplement les sciences sociales elles sont concernées parce qu'à partir du moment où le droit met l'accent, les savoirs sur le droit mettent l'accent sur l'importance du social, on voit là la nécessité logique que les sciences sociales interviennent, que des collaborations de la pluridisciplinarité, par exemple, se mettent en place. Le deuxième exemple, c'est un petit ouvrage que j'ai trouvé très important du point de vue épistémologique. C'est un ouvrage donc, qui s'appelle L'analyse juridique de X, entre parenthèses, le droit parmi les sciences sociales. Et là, effectivement, un ouvrage qui, venu des juristes, considère que le travail des chercheurs juristes, c'est de situer le droit aussi comme un savoir parmi les sciences sociales et de, je cite, propulser les catégories d'intelligibilité du droit au-delà du domaine juridique. Donc, propulser les catégories d'intelligibilité du droit au-delà du domaine juridique. Et donc, on est là dans une sorte de révolution du régime épistémique qui consiste à passer en quelque sorte d'une conception droit et société à là aussi droit dans la société. Donc ce transfert que j'ai observé dans les autres savoirs, on l'observe particulièrement dans le domaine des savoirs sur le droit. Et là, je n'ai pas le temps de développer, mais je me suis penché notamment dans l'ouvrage longuement sur le courant américain du New Legal Realism, et dans lequel, donc, effectivement, c'est fortement affirmé. Il s'agit donc, je cite simplement une phrase, d'intégrer dans l'analyse du droit son environnement, les contextes politiques, économiques, sociaux, les multiples facettes du social, dit-il, sont indissociables des façons dont on va produire du savoir sur le droit. Il s'agit de combiner la compréhension du droit avec la compréhension du monde réel. La discussion. Donc, peut-être j'ai formulé 3 remarques en introduction. Là, je soulignerai 5 ou 6 points forts donc, par rapport à la thèse que je tiens d'un changement donc, des régimes de savoir entre le temps des certitudes et le temps des incertitudes. Des certitudes et le temps des incertitudes. Premier point, la mise en parallèle des transformations des savoirs sur le droit ne fait pas de cette transformation dans le champ de savoir sur le droit une exception. On a donc je reviens sur ce que j'évoquais au départ, on a un exceptionnel parallélisme des transformations des savoirs sur le droit avec les savoirs sur la société et avec les savoirs sur la nature, les sciences et technologies. Donc, remarque conclusive importante, un rappel donc quelque chose qui est central dans les transformations que j'ai tenté d'analyser. Deuxième point très important, et en quelque sorte, on pourrait avancer un slogan, le social n'est pas une variable dépendante. Le social n'est plus une variable dépendante. En quelque sorte, il n'est pas la conséquence de ce qui se passe en dehors du social, qui s'impose au social. Donc le social devient une variable très importante, elle n'est plus une variable dépendante. Le jeu des acteurs, pourrait-on dire, prime sur les contraintes des structures. Troisième point, là, c'est en quelque sorte ces phénomènes de changement que j'ai analysés, elles nous renvoient et elles justifient en fait la notion qu'emploie Michel Foucault de matrice juridico-politique en considérant qu'on a effectivement on est dans une période historique dans laquelle on aurait changé de matrice juridico-politique. Quatrième remarque finale, cette tendance lourde sur laquelle je viens d'insister, qui est le centre de la thèse que je tente de tenir dans l'ouvrage, cette tendance lourde donc
ne signifie pas un changement inéluctable, une sorte d'unilatéralité de l'évolution. Et là, en quelque sorte, rien ne l'illustre mieux cette prudence qu'on doit avoir, c'est-à-dire on n'est pas passé complètement d'un temps des certitudes à un temps des incertitudes, il peut y avoir des coexistences en quelque sorte, et rien ne le dit mieux que les collègues qui ont écrit Histoire contemporaine du droit, puisqu'il s'agit pour ces auteurs de faire prévaloir moins une problématique de la succession que celle de la coexistence, pour finalement admettre que nous sommes face à une période historique où s'affrontent plusieurs types de temporalité. Ce que j'ai employé dans des travaux sur la régulation politique, je le réemploierai ici. Donc, on est non pas dans une évolution unilatérale, donc dans des régimes de régulation sociale et politique, on est dans un champ de force. On est toujours dans un champ de force dans lequel, effectivement, les acteurs, euh, les, les acteurs du temps des certitudes, les idées du temps des certitudes sont toujours là, ou sont toujours susceptibles de revenir au premier plan. Euh, euh, Peut-être ce point que je conserverai, donc en quelque sorte, la question qui peut se poser, c'est on n'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement de promouvoir l'idée d'un nouveau régime de connaissances, mais en quelque sorte, il serait, ce qui apparaît nécessaire, là, c'est en quelque sorte la prise en compte, bien entendu, plus importante, je l'ai dit, des modes de régulation par le bas des sociétés. Mais la question qui se pose et qui paraît logiquement annoncer le projet Lexis, d'une certaine façon aussi, c'est-à-dire c'est dans ces champs de savoir et par rapport à ces transformations que j'ai évoquées, comment donne-t-on une place aux acteurs de la société, aux citoyens, effectivement, par rapport à la production des savoirs, avec donc là, en quelque sorte, la nécessité, comme le dit un collègue, je vais retrouver la citation qui est très très belle, euh, euh, en quelque sorte la nécessité d'une socialisation de la vérité et d'une socialisation de la production de la vérité. Et quelles sont la grande interrogation, c'est comment, effectivement, mettons en place cette nécessité, en quelque sorte, qui apparaît dans ce temps des incertitudes, de donner une place aux acteurs de la société, aux individus, aux citoyens. Et je crois que donc on est en travaillant sur cette question épistémologique, on en vient à une question politique extrêmement centrale qui est comment modifier en quelque sorte les régimes épistémiques et faire en sorte que, d'une certaine façon, la place que n'occupent pas les citoyens soit désormais posée, soit déterminée, soit définie mieux qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, notamment comme c'était le cas dans le temps des certitudes. Je vous remercie beaucoup.